Amis MOOCeurs, nous sommes presque au terme de ce MOOC concernant la maltraitance et nous allons essayer de voir comment on peut traiter les enfants victimes de maltraitances diverses. Ce qui est très important, ce sont les principes de base. La première chose, c'est que lorsque l'on traite un enfant, il faut se référer à la loi. On a vu que l'on pouvait interroger les enfants avec des questions ouvertes sans être suggestif. On vous a dit aussi qu'il fallait signaler au plus tôt, au plus vite, en cas de viol, de grave maltraitance au procureur de la République, en cas de maltraitance plus légère, faire une information préoccupante. Avant de traiter un enfant, il va falloir lui apprendre à gérer ses émotions, c'est-à-dire à mettre en phase le cerveau émotionnel et le cortex frontal. Tout le traitement en psychotraumatisme consiste à bien connaître le scénario traumatique et à le réécrire dans la thérapie. Donc les principaux problèmes auxquels on est confronté avec un enfant ou un adolescent maltraité, c'est la perte de confiance, la difficulté à gérer les émotions, la répétition littérale du scénario traumatique. On sait que les enfants répètent constamment ce qu'ils ont subi, notamment par des jeux traumatiques. Et enfin, donc, nous savons aussi que les enfants maltraités, les adolescents surtout, peuvent déclencher chez nous des contre-attitudes de rejet. Alors, le signalement vous a déjà été largement décrit par le docteur Khan Bensaudre. Rappelons que la loi du 16 mars 2016 a replacé l'enfant au centre du dispositif. Le signalement n'est plus fait pour aider les parents qui auraient des difficultés éducatives, mais pour protéger les enfants. Maltraitance légère, information préoccupante, maltraitance lourde, signalement. Assez curieusement, le signalement n'est pas obligatoire en France pour les professionnels de santé, ce n'est qu'une dérogation au secret professionnel. Et ce qui est obligatoire, c'est de faire cesser la situation de danger. Et pour ce faire, un professionnel de santé isolé peut faire hospitaliser un enfant, il fait cesser la situation de danger et on peut faire une évaluation à l'hôpital. On peut aussi demander au procureur une ordonnance de placement provisoire qui n'est pas un signalement. Avant d'entreprendre la thérapie, il va falloir faire une évaluation. Évidemment, du retentissement psychologique, c'est le rôle des psychiatres, des psychologues, des médecins, mais aussi du retentissement social et du retentissement judiciaire éventuellement si une plainte a été portée par exemple. Ce n'est qu'à l'issue de cette évaluation qui consiste à mettre en place un réseau d'accompagnement que l'on pourra faire un traitement pour éviter qu'un signalement, par exemple, devienne une véritable épreuve qui se termine, par exemple, par une rétractation, mais aussi pour protéger le cadre thérapeutique. Prendre en charge un adolescent ou un enfant est une chose assez compliquée. Il y a toujours dans une relation humaine un transfert et un contre-transfert. Avec un enfant normal, un adolescent normal, il s'agit d'un transfert névrotique, assez compliqué. Il est vrai que nous faisons tous à peu près toujours les mêmes erreurs ou les mêmes choses, mais de façon extrêmement compliquée. Les enfants traumatisés, on l'a vu, étaient dans la répétition littérale. C'est-à-dire que nous allons représenter, en tant que thérapeute, une personne importante du scénario traumatique. En règle, si on est un thérapeute masculin, l'agresseur, si l'agresseur a été le père ou un oncle ou quelqu'un de famille, sexe masculin, ou une femme sur une thérapeute féminine, et là, le transfert sera extrêmement variable selon que la mère a pu être aveugle, complice ou soutenante. Il va s'agir de bien décrire le scénario traumatique qui est toujours exactement le même et que vous voyez très bien sur la diapositive. Le scénario, c'est évidemment la loi du silence. Vous pensez bien que les agresseurs présumés ne vont pas demander à l'enfant d'aller raconter ce qui leur arrive à l'école ou ailleurs. Ça va être le déni ou la minimisation, évidemment de la famille, car quand l'enfant parle, souvent, eh bien, on ne le croit pas. S'il s'agit d'inceste, souvent, on est prêt à sacrifier l'enfant pour maintenir la cohésion de la famille, et on pense à tort que l'enfant oubliera bientôt.
L'isolement est une stratégie extrêmement commune, hein, Horace Curias, diviser pour régner. C'est évidemment la loi du plus fort. Dans les situations de maltraitance, ce sont toujours les plus forts qui dominent. Enfin, l'enfant se sent en général coupable, c'est pas en général, se sent toujours coupable, il s'attribue la faute, au-delà de la culpabilisation, parce qu'on peut lui répéter que tout ce qui se passe est de sa faute, qu'il a bien voulu, etc. Bon. Et enfin, la relation d'emprise qu'on a largement décrite et à laquelle je vous renvoie. Enfin, dans les scénarios traumatiques habituels, il y a une répétition des violences et en cas d'inceste, par exemple, il va y avoir des agressions sexuelles répétées. Eh bien, il ne faut absolument pas faire les thérapies classiques qu'on nous a apprises car elles répètent le scénario traumatique. Au contraire, il faut faire exactement le contraire. Le contraire consiste à ne pas être dans une neutralité bienveillante qui est particulièrement malveillante en cas de maltraitance, mais dans une empathie active. Le contraire, ce n'est pas la minimisation et le déni, c'est de rechercher les antécédents traumatiques et de dire qu'ils sont interdits par la loi, c'est-à-dire qu'ils sont graves. Ça ne va plus être l'isolement, car on vous l'a répété 1000 fois, il faut travailler en réseau. Le psychologue, le psychiatre, avec les personnes qui aident dans la famille, avec une association, avec un avocat, avec un éducateur, avec l'aide sociale à l'enfance. Il va falloir, évidemment, avec des mots simples, expliquer à l'enfant qu'il n'y est strictement pour rien. On n'est plus dans cette vieille théorie selon laquelle les enfants auraient participé au début, comme j'ai pu le lire 1000 fois dans la bouche de psychologues, de professeurs de psychologie extrêmement connus, comme lors de la conférence de consensus. Il va falloir enfin laisser une grande liberté à l'enfant. Il va falloir définir avec lui de façon démocratique ce que l'on peut et ne peut pas faire dans la thérapie, et avec, par exemple, un adolescent qui a été victime de violences sexuelles, n'avoir aucun contact physique. Et enfin, il va falloir réécrire le scénario traumatique, c'est-à-dire, premièrement, éviter les ruptures, puisque les enfants qui ont subi des maltraitances sont abandonniques en général, et résister à des demandes parfois un peu particulières. Je vais vous citer 2 exemples. Imaginons qu'un thérapeute masculin soit confronté à une jeune fille qui a été victime d'inceste. Compte tenu du transfert direct latéral et de la littéralité, il représente automatiquement l'agresseur. C'est-à-dire qu'il va être difficile d'établir une relation de confiance. Cela peut se faire, c'est très difficile, très éprouvant pour le thérapeute et très éprouvant pour la jeune victime d'inceste. Mais progressivement, le thérapeute va devenir non plus un agresseur, mais un parent suffisamment bienveillant. Eh bien, immanquablement, un jour, la victime va lui faire des propositions de nature sexuelle qu'il devra évidemment décliner. Je me souviens d'une actrice, il s'agissait d'une adulte, qui avait été victime de violences, et après que le thérapeute ait acquis une certaine confiance en elle, elle lui avait proposé de lui prendre la main comme il le faisait à ses amis. Le thérapeute lui a dit « Mais quel âge ai-je, madame ?»« Oh, vous avez à peu près 55 ans, docteur, oui. L'âge de votre oncle quand il vous a agressé, et n'a-t-il pas commencé à vous prendre la main ?» Elle a parfaitement compris. C'était une façon de changer le scénario traumatique, de changer la fin du film pour une fois. S'il s'agit d'une jeune fille confrontée à une thérapeute féminine, une victime d'inceste par exemple, il va falloir écrire le scénario traumatique jusqu'au bout. Eh bien, ça se passera dans une relation latérale, on appelle ça un transfert latéral. Un jour, elle viendra dire à sa thérapeute, qui est devenue une mère suffisamment bienveillante, en qui on peut avoir confiance, « Vous savez, madame, mon chef de service, qu'est-ce qu'il est gentil, il me fait la cour, il m'invite. » La thérapeute essaiera de lui expliquer qu'il y a une différence d'âge, qu'elle doit faire attention, qu'elle est trop souvent attirée par des hommes âgés, dans la répétition littérale de l'agresseur d'ailleurs.
Et bien souvent, la thérapie va marquer un temps d'arrêt parce que la jeune fille va faire son expérience une dernière fois avec cet adulte qui représente l'agresseur. Mais en règle générale, elle reviendra confuse, avec difficulté, avec la peur de se faire disputer par sa thérapeute qui l'accueillera bien jusqu'à ce qu'elle trouve un partenaire de son âge respectueux. Alors pour les tout petits enfants, il y a des techniques particulières. Il va falloir les aider à identifier, classifier, détailler les émotions en se servant par exemple d'émoticônes comme sur cet exemple. On lui demandera où il ressent, dans son corps, comment. On pourra d'ailleurs lui faire dessiner ses émotions, les mettre dans des boîtes à secrets. Vous verrez, il y a un exemple tout à l'heure. Deuxièmement, il faudra lui apprendre à, vous voyez, donc une boule de courage qu'on peut lui faire dessiner, une boîte à émotions. On met l'émotion dans la boîte, on garde la boîte avec le thérapeute et un jour, on peut ressortir la boîte à émotions et jeter la boîte avec ses émotions. Alors, il faudra aussi apprendre à l'enfant à gérer ses émotions. Et les émotions, comme pour l'adulte, ça passe par la respiration. Alors on peut faire des jeux, ce sont des ludothérapies. On peut lui expliquer que par moment la tension monte tellement que comme un volcan, ça risque d'exploser. On peut reproduire ça, par exemple, en mettant de la soude dans un verre et en mettant du vinaigre. Et en montrant que si on met du coton, ça n'explose pas. On apprend l'enfant à respirer, en jouant par exemple avec des bulles de savon. Car les bulles de savon permettent de respirer lentement et d'apaiser les émotions. Et lorsqu'il est en classe, qu'il sent que les émotions montent et qu'il a peur d'exploser, on peut lui apprendre, par exemple, à souffler des bougies comme à l'anniversaire. Il faut donc, par le jeu, lui apprendre à gérer ses émotions. Au total, cette thérapie est possible si, dans un climat de confiance où rien ne peut se reproduire, rien du scénario traumatique, de l'empathie, du respect. On réécrit le scénario traumatique jusqu'au bout et ceci est d'autant plus facile, mais pas toujours évident, quand la victime a reçu des signaux positifs de la loi. Je vous remercie.